Bien, alors Xavier, nous voilà maintenant au Café de l'Orangerie. On est au cœur du Jardin des Plantes de Nantes. Donc c'est un endroit que tu connais bien parce que tu as participé, enfin tu as été sollicité plusieurs fois. Ouais, c'est un lieu magnifique quand même. Vous avez à Nantes une politique de la ville et des jardins dans la ville qui est vraiment assez unique. Profitez-en quand même. Et le Jardin des Plantes, pour moi, c'est vraiment exemplaire, réellement, quoi. Les expositions avec Claude Ponty, ça a été voilà un vrai... une vraie innovation, une vraie nouveauté dans un monde un peu sclérosé. Le monde des jardins des plantes, des jardins botaniques et tout. Bon, c'est un peu tristoun, un peu poussiéreux, et là, bam. Et puis en particulier ici à Nantes, où il est juste à côté de la gare, c'est pas un quartier hyper reluisant, quoi, d'avoir cet écrin de verdure, plus que de verdure, avec une richesse, une variété, une richesse de biodiversité qui est très très intéressante. Ouais, et puis ça en fait aussi même si c'est traversé dans le contexte d'une journée, c'est quand même un des jardins des plantes qui est les plus visités en France, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il a un vrai rôle là de poumon, de fenêtre, de virgule verte dans une ville. D'accord. Un petit clin d'œil à ton ami là, qui est... Romaric Perrochot, qui est donc le responsable de ce jardin, à Jacques Soignon aussi, au passage, qui lui chapeaute les espaces verts à la ville de Nantes. Et vraiment un grand bravo à eux, parce que voilà, maintenant on parle du vert, maintenant c'est devenu mainstream, effectivement, ça fait longtemps qu'ils sont dedans quand même. D'accord, ils ont porté le combat et c'est les fruits qui tombent. Alors hier soir, on était au cœur de l'autre marché avec les Écosolises. On a donné une conférence, on a beaucoup parlé notamment de ton livre Le temps du potager. Aujourd'hui, on va parler du dernier. Alors, je vais te demander de le montrer parce que moi, on ne voit pas à la caméra. D'accord. Je vais le montrer à la caméra, okay. Voilà. Alors celui-là, il a un peu vécu. Ouais. Mais, très bien. Donc, au cœur de la permaculture. À travers ce bouquin, je voudrais qu'on parle aujourd'hui surtout de la notion de transmission d'enseignement qui est assez présente, puisque là on ne parle pas vraiment de ton métier initial, de maraîcher, on parle très peu de techniques potagères dans ce bouquin, c'est pas le sujet, mais plutôt justement de transmission d'enseignement d'une philosophie. La préface a été faite par Jacques Plot, qui est le monsieur dont tu estimes qu'il t'a transmis justement une grande partie du savoir que tu portes aujourd'hui. Avec un moment particulier puisque il nous a quitté la semaine dernière. Voilà. Donc un mot justement sur cette notion de cette phase peut-être de ta vie, de ta vie professionnelle, de ta carrière, de transmission et d'enseignement maintenant. Il y a un gros reproche que je fais au mode de transmission typique des sociétés occidentales, c'est on passe par des enseignants. Quand on reconnaît un enseignant, en général, il n'a jamais quitté l'école. Donc là, il y a un vrai problème, surtout dans des métiers pratiques comme les nôtres. Chez les Dogons, je parle souvent d'eux, j'ai vraiment la chance d'y aller régulièrement. Chez les Dogons, donc ce qu'on surnomme les seigneurs de l'agriculture en Afrique subsahélienne, c'est le grand-père ou la grand-mère qui transmettent. Alors ce qui a pour inconvénient d'avoir une certaine inertie. Néanmoins, pourquoi on passe par le grand-père ? C'est tout simple. Le grand-père, il a nourri votre père et votre mère. Donc à ce moment-là, il a montré qu'il savait. Et moi, j'ai adopté, et la réciproque a été vraie, j'ai eu beaucoup de chance. Jacques, qui était un agriculteur retraité, un paysan actif, et qui m'a transmis le geste. Pour moi, le potager ou le maraîchage, c'est une chanson de geste. Et comme la chanson de geste ancienne, médiévale, ça se transmet de voix orale. Après, l'écrit vient ensuite. J'ai pas du tout envie de nier le rôle de l'écrit, mais il vient dans un deuxième temps. Il vient comme un support. Nous, on fait passer l'écrit dans un premier temps. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur, surtout dans nos métiers, où c'est des métiers de la geste. Mais voilà, c'était un beau mot, voilà, la geste, vraiment, et avec une sacralisation du geste qui n'est pas que rentabilité, qui est efficacité, c'est moins souffrir, moins se faire mal. Effectivement, on est plus rentable dans ce cas-là. Mais l'objectif, à la base, c'est pas ça. C'est surtout avec nos petites plantes, faire attention à avoir des gestes précis, avoir les mains qui parlent toutes seules, parce que sinon, tant qu'elles sont pas plantées, elles souffrent. Donc voilà, il faut une vraie efficacité. Après, là, je parle des plantes, donc je suis déjà dans une erreur. En fait, il aurait fallu commencer par parler du sol. Un sol, c'est fragile.
Donc là, le geste est vraiment important. Savoir comment, quand on intervient, pourquoi on le fait. La science de Jacques, c'était ça en fait. C'était vraiment le rapport au sol, à la terre. On a tous cette idée on arrive tous au potager ou au maraîchage par le biais de la plante. Attention, les plantes, c'est des belles séductrices quand même. Donc elles savent attirer notre regard et on va s'intéresser à ça. Mais en fait, c'est la terre avant tout. Une fois qu'on a compris que c'était la terre, ça va beaucoup mieux. Et lui-même était autodidacte ou est-ce qu'il avait reçu une formation ou... Oui, il avait appris, je crois il n'avait pas le certificat d'études, lui. Donc il a fait un tout petit passage dans une formation agricole. Non, c'est essentiellement, alors lui de son grand-père aussi, pareil, un saut de génération, mais c'est normal. Le père, et moi je le vois avec mes propres enfants, on est vraiment dans dans une espèce de contre. Voilà, c'est ça. Et le grand-père, vraiment, lui, et ce que me disait Indé, mon ami Dogon, c'est qu'avec le grand-père, il y a un humour qu'on n'a pas avec le père. Et c'est vrai. Il y a cette espèce de distance d'un saut de génération qui fait qu'on est beaucoup plus détendu dans nos rapports. Et donc, Jacques avait appris avec son grand-père aussi essentiellement. D'accord. Donc voilà, la transmission de génération en génération. Et donc alors tu évoques, tu as commencé à parler justement des Dogons, donc ton expérience au Mali. Donc ces Dogons, ces seigneurs de la terre, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, tu crois ? Alors, mille choses. Donc, déjà, pour commencer, leur relation au sacré. Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends. On a perdu la notion du sacré. La terre est sacrée. Là, donc, on revient sur ce mot terrible d'exploitant agricole. Exploitant. Mais non, la terre, on ne peut pas l'exploiter. On n'a pas le droit, déjà. Pour commencer, on n'a tout simplement pas le droit. Donc, eux ont une relation au sacré très forte, alors qui se traduit parfois par des tabous. Voilà, c'est pour moi. Voilà, on ne peut pas faire ça. Comme nous, on avait des tabous. Les femmes ne se mêlaient pas le persil, par exemple. Ça, c'était un tabou qu'il y avait dans les fermes jusque entre deux guerres à peu près. Et à ce comportement, c'est parfois irrationnel. Par exemple, chez les Dogons, il y a des termitières. Les termitières, c'est une sorte de taupinière géante. C'est vraiment la perfection de la terre. Et là-bas, de la terre, il y en a très peu, en fait. Mais on n'y touche pas. C'est aux termites. Voilà, il y a un tabou dessus. On ne touche pas. Nous, on a perdu tout ça, puisqu'on est exploitant. Donc, c'est la fête. Allons-y, quoi. De toute façon, on va aller dans le fond chercher le pétrole, l'uranium, l'or. Donc, en surface, on se comporte exactement comme dans le fond. On exploite. Au risque que la terre, un jour, se secoue un peu, s'ébroue et chasse ces poux qui sont en train de la piquer de partout, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça là-bas, cette relation au sacré qui est vraiment forte. Après, on parle de permaculture, d'observer et interagir, pour reprendre un des 12 principes. Alors, quand vous êtes sur un plateau escarpé où il n'y a pas de terre, là, observer et interagir, ça va être important. Surtout que quand il pleut à peu près 400 mm par an, donc on n'est pas très éloigné de ce qu'on peut prendre nous dans certaines régions françaises, sauf que ça va tomber en 3-4 fois seulement. Donc il y a intérêt à s'être bien positionné sur la falaise, à avoir bien observé les ruissellements, etc. Donc ils arrivent à créer du sol sur de la roche, là où il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre à l'origine. Et rien qu'en observant les ruissellements, en faisant des petits murets de pierre, c'est dément à voir, quoi. Moi, ce dont je me suis aperçu là-bas, c'est que moi, je crève de faim, quoi. J'arrive pas à faire pousser un truc là-dedans. Et eux, en fait, voilà, quand il y a un tout petit peu de sol, ils font du fougneau. Parce que céréales qu'on ose qualifier de secondaires, ça c'est nomo, ça, secondaire. Avant, ça nourrit une population. Peut-on qualifier une céréale de secondaire ? Ils font du fougneau quand il y a très, très peu de sol, et puis après ils arrivent à créer du sol progressivement avec les déchets végétaux, avec les déchets animaux. Et ils obtiennent, quand ils en ont un peu plus épais, ils vont commencer à mettre du mil. Après, on va retrouver la même association que le milpa. Le milpa amérindien, voilà, avec l'association courge maïs. Alors eux font la même chose, mais on retrouve du mil
du niébé, donc qui est, on va dire, qui est proche de nos haricots, et une courge aussi. On retrouve la même chose. Hein. C'est quand même très étonnant de voir que un continent différent. Voilà, et il n'y a pas eu contact, hein, et on a les mêmes pratiques. Hein. Donc c'est une espèce de sagesse ancestrale, hein, qui circule. Donc et puis, moi, il y a ce truc que j'adore, la permaculture nous a rappelé ce détail qu'on avait négligé, c'est qu'il n'y a pas de production végétale sans production animale. On ne peut pas. Voilà, on a besoin des animaux. Et donc là-bas, c'est des accords avec les Peuls. Les Peuls, c'est l'ethnie des bergers. Et il y a des accords ancestraux qui font que quand les récoltes de mil sont faites, les Peuls viennent avec leurs troupeaux et contre un peu de grain laissent les troupeaux paître, ça va fertiliser les sols, et voilà, et ça se fait dans l'harmonie, et c'est absolument incroyable. Nous, il y aurait déjà 14 techniciens de la Chambre d'agriculture, 22 notaires pour signer ça, etc. Et non, là-bas, voilà, ça se fait... des équipes de coopération. Voilà, c'est ça, dans le mouvement, dans la souplesse, quoi, toujours. C'est vraiment sidérant. Mais alors... Ce qui est très étonnant de voir cette falaise à Bandiagara, en fait, c'est très vertical, il n'y a pas de terre, c'est exposé plein feu, hein, ça chauffe. Quand ça dégringole pour de vrai, et eux arrivent vraiment à faire une vraie production dessus. Et moi, quand je vois cette falaise, je pense à nos immeubles. Oui. Voilà. Et en fait, il faut absolument qu'on leur demande, puisque nous, on a minéralisé tout partout autour de nous, il faut absolument leur demander, écoutez les gars, apprenez-nous maintenant, parce que vous, ce que vous aviez comme milieu qui vous a été offert, nous, on l'a créé maintenant, et on ne sait plus quoi faire avec ça. Vous savez, visiblement. Alors, c'est pour ça que c'est dans ces principes de la permaculture que j'aime bien rappeler. Pour moi, c'est des guides, ça va vachement bien. Il y a intégrer plutôt que séparer. Et regardons, voilà, on a des milliers de gens là, en ce moment, à nos frontières, qui savent faire ça. Voilà, qu'il faudrait intégrer et non plus les voir comme un problème, mais au contraire une solution. C'est-à-dire que tous ces gens savent faire, en fait. Ils savent répondre aux problématiques qu'on a créées, nous, chez nous. Alors, on les appelle migrants. Moi, je préfère le mot de réfugiés, parce qu'en fait, on ne migre pas volontairement, on se réfugie en général quand le cirque a été mis quelque part. On n'est pas pour rien dans le cirque, d'ailleurs, qu'il y a chez eux. Et surtout, on continue de se plaindre de leur arrivée, alors que c'est des trésors. Hein. On peut arriver justement à cet équilibre de coopération. Carrément. Aller chercher chez l'autre. C'est incroyable. Alors nous, on est là, au sein de Ferme d'Avenir, à ramer pour trouver des gens qui soient compétents sur une forme d'agriculture très manuelle, mais ils sont tous là. Ils sont là. Voilà, et c'est même pas de dire on va les intégrer, c'est nos formateurs de demain, en fait. Hein. Ils savent faire ce que nous. Moi, j'ai vu ça au Pays d'Ogon ou à Bamako. Eux savent faire et nous, on ne sait plus. Donc. Alors, à l'inverse, pour le coup, donc ça, c'est ce que tu apprends des Maliens et en particulier des Dogons. Qu'est-ce que tu leur apprends, toi, quand tu vas là-bas? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Alors oui, c'est un échange technique, en fait, sur le fait que voilà, nous, il y a une mondialisation, effectivement, et on ne peut pas aller contre, et pourquoi pas, de nos modes de consommation. Nos légumes sont arrivés là-bas, hein, c'est-à-dire laitue, tomates, etc. D'accord. Et donc nos légumes, pourquoi pas, au contraire, puisque l'histoire de l'alimentation mondiale, on les a ici, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc les plantes circulent. Il n'y a que les hommes politiques qui n'ont pas compris que certains que la vie c'est circulation, en fait. Il n'y a pas de frontières. Et donc les plantes sont arrivées là-bas, sauf qu'il n'y a pas forcément le savoir technique pour les multiplier. D'accord. Et donc en échange, il y a beaucoup de semences F1 traitées, enrobées de merde qui arrivent vraiment en volume chez eux, et c'est pour juste leur apporter le regard de quelqu'un qui est plus expérimenté là-dessus. Semences de tomates, semences de laitue, hybridation des courges, machin, comment on fait, etc. D'accord. Moi, c'est tout simple, c'est juste un savoir technique, quoi. Mais on est dans l'échange en permanence. D'accord. Bon, encore une fois, un équilibre de coopération. Alors, on a parlé de ton héritage, de ta transmission de Papy Jacques, on a parlé des Dogons. Et toi, justement, Xavier, tu arrives maintenant, on a parlé une autre fois dans un autre entretien qu'on avait eu, du fait que la vie de maraîcher, sa vie active en tout cas, au jardin, elle s'arrête ou elle ralentit à un certain moment. Bien sûr, c'est quelque chose de très exigeant physiquement.
aujourd'hui, donc tu passes à une autre phase tranquillement. Donc ça va consister à quoi pour toi justement cette Alors, nouvelle phase voilà, justement, c'est après, il faut passer 40 ans, éclaircir 1,6 km de carottes comme je faisais, les rotules sont plus d'accord du tout pour cette blague-là. Voilà, elles protestent. Et donc, effectivement, moi, il était temps pour moi de passer à un moment de transmission, ce qui me permet de rester à la fois vraiment les mains dedans concrètement, et puis, voilà, de passer le relais. Voilà, quand on est maraîcher, avec une acceptation classique du mot, c'est-à-dire produire. On a une espérance de vie professionnelle relativement brève. Voilà, on sait que passé 40 ans, il va falloir répartir autrement la charge de travail. Certains passent par l'embauche, un truc qu'on dit pas assez souvent dans les plus-values du bio. Moi, je bénis les patrons que j'ai eus. Parce que c'était vraiment des gens extraordinaires qui m'ont accompagné, qui m'ont formé. Ça, c'est une plus-value du bio aussi, la plus-value sociale. Et à l'époque, pour embaucher des gugus comme nous, il fallait avoir un peu de cran quand même. Et donc, ces mecs-là faisaient quoi. Donc ça, il y a toute cette part-là, donc ça, soit l'embauche et puis la dilution, la répartition autre du travail, soit passer à la transmission. Moi, je suis pas à l'aise dans l'embauche, la relation à avoir des salariés, j'ai essayé, j'y arrive pas. C'est plutôt de la faute des salariés, c'est moi qui suis mal à l'aise. Donc la transmission, ça par contre, oui. Et puis transmettre, en fait, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que transmettre, c'est apprendre. Oui, c'est ce que tu disais avec justement l'échange avec les deux gonds, voilà. On apprend autant qu'on... Ah oui, et c'est surtout, ça m'a maintenu dans une dynamique moi-même d'apprentissage permanent. Et là, moi, je trouve une harmonie en ce moment, là, comme ça, à transmettre, alors aussi bien aux professionnels, ou aux futurs professionnels, ce qu'on appelle, c'est un drôle de mot, les porteurs de projet. L'impression du fardeau, des trucs. Start-upper de la permaculture. Qu'est-ce que tu fais là ? Je porte un projet, tu vois. Voilà, c'est l'expression qu'on a retenue. Et puis aussi beaucoup les jardiniers particuliers, parce que j'ai une grosse foi beaucoup d'espoir dans tous ces jardiniers qui, dans les petits jardins, ou parfois même assez grands en fait, ont envie de cultiver, envie de retrouver tous ces gestes. Il a manqué 1 à 2 générations pour transmettre les gestes, et en fait, comme en cuisine, comme dans plein de choses en fait. Et moi je suis très heureux de pouvoir les accompagner, très surpris aussi de leur niveau de compétence. Attention, il y a des bons, il y a même des très très bons, des gens très compétents, et ils n'ont pas la pression de l'économique. Puisque c'est passionné. Oui, c'est ça. Et la diversité, moi, je la retrouve beaucoup en fait. Ce qui est vraiment moi, ce qui m'a amené à ça, en fait, c'est la magie des plantes, quand même. Et je la vois beaucoup dans tous ces jardins individuels, tout ce petit maillage qui est en train de se créer partout, qui est en train de se renforcer, et même sur des balcons. Là, j'étais faire un truc sur France Inter, donc dans le 16e. Et dans le 16e, je vois un balcon avec de la menthe, du romarin et tout. Menthe, romarin, l'un à côté de l'autre, c'est pas malin. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est arrivé. Voilà. Et là, on est dans le 16e, quoi. Donc ça veut dire que c'est en train de se propager vraiment partout. Voilà. On arrive maintenant, enfin, à retrouver nos plantes alimentaires dans notre décor. Ce qu'on avait un peu oublié. Se reconnecter à ces choses, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de reconnexion avec la nature des choses. Voilà, c'est ça. Alors après, il ne faut pas leurrer les gens, l'autonomie alimentaire en ville, vous ne l'aurez jamais, c'est pas grave. Et à la campagne, c'est pas facile. Moi j'ai un souvenir gamin, donc moi je suis fils de viticulteur, et gamin, les ouvriers agricoles, ils avaient tous leur petit lopin, et ils avaient de tout, de trop, tout le temps. Et on s'aperçoit que, attention, c'est un métier, c'est un sacré... Là, il y a vraiment des connaissances empilées pour arriver à ça. Donc, il ne faut pas rêver, on n'y arrive pas comme ça. Néanmoins, c'est tendre vers plus d'autonomie. Au passage, j'en profite d'ailleurs pour jeter une petite pierre dans toutes les méthodes, dans le jardin, des méthodes qui font appel à de la technologie. Je rappelle que hydroponie, aquaponie, je rappelle que le rôle du potager, c'est de nous amener à plus d'autonomie.
pas à plus de dépendance. Donc pas de dépendance à une prise de courant, par exemple, à une technologie particulière qu'on ne peut pas réparer, qu'on peut un intrant spécifique qu'on ne peut pas produire, etc. Donc toujours avoir quand même un petit drapeau là qui se relève quand on nous dit vous allez voir, grâce à ça, grâce à des LED, grâce à des machins comme ça, vous allez pouvoir produire 4 malheureux poivrons qui auront été incarcérés dans votre cuisine sous un éclairage artificiel, quoi. Attention, là en ce moment, bien se rappeler que les plantes, d'accord, elles n'ont pas de corde vocale, ok, des animaux peuvent. Néanmoins, il faut faire attention dans nos comportements qu'on ne les incarcère pas exactement comme on incarcère des animaux d'élevage. Et on est en train, là, avec l'hydroponie, etc., on est en train d'arriver à ça. Une plante, pas plus qu'un animal, c'est fait pour être élevé hors sol. Pas plus qu'un homme, d'ailleurs. Mais nous, les hommes, c'est nous qui choisissons notre vie, on l'a choisi. Là, on le fait subir, quand même. Un rappel de bon sens, donc où est l'autonomie? Est-ce que je suis pas en train de me rendre dépendant d'une nouvelle technologie qui a l'air d'être une ressource qui vient toute seule, comme l'électricité, j'appuie sur le bouton, mais si quand j'appuie sur le bouton il n'y avait plus d'électricité, est-ce que je serais encore autonome? Encore autonome, voilà, c'est ça. Ouais. Super. Et ben écoute, merci pour tous ces enrichissements. Donc on rappelle que un certain nombre de ces enseignements que tu as passés, tu les passes à travers permaculture, au cœur de la permaculture, ton dernier bouquin. Il y a un film qui va sortir, dont tu t'étonnes qu'on puisse s'intéresser au quotidien d'un maraîcher et que des gens puissent filmer ça pendant des heures. Voilà, donc il y a un film qui est sorti sur l'action de Ferme d'Avenir. Donc c'est Maxime de Rostolan, le fondateur de Ferme d'Avenir, qui est vraiment l'axe central de ce documentaire. Et il y a autour de lui, on est quelques-uns à graviter. L'idée, c'est de montrer que on peut faire. Voilà, et Max montre qu'on peut faire, et maintenant il a pris une place carrément de lobbying politique, mais bienveillant, et on en avait besoin, surtout dans l'agriculture quand même, de ce lobbying politique bienveillant. Effectivement, moi je suis très étonné d'être filmé en train de biner ou de sarcler, quoi. Ça me paraît incroyable. Et donc ce documentaire s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde ». Et je tiens à préciser quand même, ça c'est vraiment super important, c'est une musique de Christian Olivier qui a fait la musique rien que pour nous, donc c'est les Tétraides en fait. D'accord. Et pour moi c'est, en fait avec Max on s'est rencontrés là-dessus sur notre passion commune pour les Tétraides, et donc Hélène Médig, la réalisatrice, a demandé à Christian Olivier s'il était d'accord pour nous faire la musique du documentaire, donc on est aussi super fiers de ce côté-là. D'accord, bon voilà, c'est une famille, la coopération, les enrichissements mutuels. C'est un petit peu tout ça le message. Merci Xavier pour ta visite c'était un plaisir. à Nantes. Et au plaisir de t'accueillir à nouveau, peut-être au printemps, pour la nouvelle saison. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup.